Macron, il sera à la retraite à 49 ans l'année prochaine quand même. Ouais, bah, ça va être pile l'âge pour se faire dépister le côlon. Ouais, il y a des chances que ce soit positif. Ah, je l'ai. Colon. Oui. Ouais, Colon Macron. Colon, ouais, le colon et puis être un colon. Ouais, Macron. Mm. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 12 mai et Tintin est arrivé au Kenya. Oui, vous l'avez compris, Emmanuel Macron a foulé de sa sainte semelle le continent africain. Depuis hier, le président français est à Nairobi, au Kenya, à l'occasion d'un sommet franco-africain nommé Africa Forward. Sur le papier, sommet organisé par la France, quand même, disons-le, vise à, je cite, illustrer la richesse et le dynamisme des relations entre le continent africain et donc l'Hexagone. Alors, de bien vieilles relations, comme chacun le sait, particulièrement chargées d'histoire. Et d'ailleurs, à ce sujet, il n'y a rien qui vous fait tiquer là dans ce que je viens de vous dire ? Plutôt qui vous saute aux oreilles ? Oui, le Kenya, c'est l'Afrique anglophone. Et ce petit détail, il est loin d'être anodin. Il en dit long quand même sur l'état des relations entre la France et ses anciennes colonies. Emmanuel Macron n'y est pas tout à fait en odeur de sainteté, particulièrement au Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La rupture avec la France est devenue à la fois politique, mais aussi militaire et puis très symbolique, évidemment. Après près d'une décennie d'intervention contre des groupes djihadistes, Paris est désormais accusé par les régimes militaires au pouvoir, mais aussi par une partie croissante des populations, il faut le dire, d'avoir échoué à rétablir la sécurité, tout en maintenant une forme de tutelle héritée de la France-Afrique, évidemment. Les retraits successifs des forces françaises, les manifestations dites anti-françaises et le rapprochement assumé de ces États avec la Russie traduisent évidemment une bascule profonde dans les équilibres régionaux. Ce rejet de la France, il dépasse évidemment la seule question militaire. Il exprime aussi une défiance envers l'influence politique, économique et diplomatique française. Et évidemment, on l'a dit, le tableau ne s'arrête pas au Sahel. Sur une bonne partie de l'Afrique francophone, la France n'est plus dans la position confortable du partenaire naturel. L'époque où Paris pouvait s'appuyer sans trop d'efforts sur ses réseaux historiques et ses réflexes d'influence, elle est clairement derrière nous. Alors partout, la France tente de reconquérir une légitimité via des partenariats notamment économiques et culturels, tout en naviguant, comme elle le peut, dans les méandres de l'encombrant héritage colonial. Emmanuel Macron avait promis de refonder la relation entre la France et l'Afrique sur des bases plus équilibrées, mais son mandat coïncide finalement plutôt avec l'un des reculs les plus marquants de l'influence française depuis les indépendances. Alors si Emmanuel Macron choisit le Kenya pour son sommet, ce n'est donc pas qu'un hasard géographique ou un simple élargissement de partenariat. C'est finalement un aveu politique, celui d'une France qui n'arrive plus à faire fonctionner son modèle historique dans son ancien espace d'influence. Le rapport de force a clairement changé. L'Afrique francophone n'est plus le précaré de la France. C'est pour ça qu'elle a décidé de mettre cap sur d'autres contrées anglophones, cette fois, comme le Kenya. Et Macron s'est chargé, pour pas changer, de ripolliner la façade. C'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. Entre la France et l'Afrique francophone, ce serait fini la relation toxique de domination. Place à l'amour sincère et égalitaire grâce à Emmanuel Macron. Ça, c'est la fable qu'il nous raconte et dont il veut nous faire croire qu'elle est en place depuis son arrivée en 2017. Bien sûr, et puis quoi encore ? Hier, sur le plateau de Toujours Debout, mon collègue Cyril Lemba recevait Camille Le Saffre, chargé de campagne pour Survie, une association qui lutte justement contre le néocolonialisme français
en Afrique. Et notre invitée, elle est revenue sur ce qu'elle estime au contraire être une vulgaire tentative de relooking, plutôt habituelle d'ailleurs, de la relation entre la France et l'Afrique. Je cite, qui demeure éminemment asymétrique et néocoloniale. On l'écoute. C'est typique. Effectivement, il y a le style macronique typique, très paternaliste, qui peut être à la fois très mielleux, mais en même temps assez violent et agressif, et éminemment méprisant. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de prendre un peu plus de recul et de pas uniquement se focaliser sur la personnalité de Macron, qui s'est illustrée avec beaucoup de sorties, de propos qui ont été mal vécus par les autorités africaines. Notamment, il mentionnait donc l'ancien sommet en 2021 à Montpellier, où il avait invité donc la société civile, et ça avait été assez mal vécu par pas mal d'autorités, de politiques africains. Au-delà de ça, le discours d'Emmanuel Macron, il incarne en fait tout ce qui s'est passé pendant la Ve République autour de cette question de la France-Afrique et donc des relations entre la France et l'Afrique, avec donc toujours ces annonces de rupture, de renouveau. À chaque fois qu'il y a des échéances institutionnelles officielles autour de ces questions-là, on nous annonce la mort de la France-Afrique à chaque fois, comme si le fait de le répéter, ça allait donner une dimension de vérité à ces annonces-là. Et en fait, c'est juste tout ce qui s'est passé depuis les indépendances juridiques. À chaque fois, on essaie de relooker. C'est une énième tentative de relooker ces relations qui demeurent éminemment asymétriques, néocoloniales. Et d'ailleurs, Macron peut bien relooker ce qu'il veut, comme toujours avec lui, chasser le naturel. Il revient au galop. Hier, au premier jour du sommet au Kenya, ce ne sont pas ces grandes déclarations à la tribune qui ont fait le tour du monde, mais c'est cette intervention. Already? You're not waiting your turn. I will make order. Excuse me, everybody. Hey. I'm sorry, guys. But it's impossible to speak about culture, to have people like that, super inspired, coming here, making a speech with such a noise. So this is a total lack of respect. So I suggest, if you want to have bilaterals or speak about something else, you have bilateral rooms or you go outside. If you want to stay here, we listen to the people. And we play in the same game. Okay? Thank you. Le président français a jugé donc pertinent de monter sur scène comme ça, là, pour faire la leçon au public qu'il trouvait trop dissipé, vraisemblablement, un peu comme un prof, Brigitte, qui a dû lui apprendre ça. Alors, en plus, il ne s'est pas arrêté là, parce qu'il a remis ça un peu plus tard, alors qu'il devait, cette fois, officiellement prendre la parole. Là, on lui avait demandé quelque chose. Et en l'occurrence, il a refusé de commencer son allocution tant que le silence n'était pas total dans l'assistance. Le silence fait généralement taire le bruit, a-t-il même lancé, avec un sourire avant de finalement commencer son intervention. Une intervention donc résolument paternaliste, qui a fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. La députée de la France Insoumise, Danielle Obono, a commenté sur X « C'est plus fort que lui, dès qu'il met le pied sur le continent africain, il ne peut pas s'empêcher de se comporter en colon ». Et ce n'est pas notre invité d'hier dans Toujours debout, Camille Le Saffre, qui l'a contredite. La France-Afrique, c'est un système de domination qui est fondé sur une alliance stratégique et asymétrique entre les élites françaises et une partie de leurs homologues africaines. Donc c'est vrai qu'il y a une convergence d'intérêts de classe entre les dirigeants, mais on voit que le racisme et particulièrement la négrophobie fait qu'en fait le naturel revient au galop très vite et que le mépris revient dans le cadre de ces relations-là. Et là, ça s'exprime en particulier envers le public africain. Et c'est vrai que on voit pas le président Emmanuel Macron offensé par d'autres sujets qui pourraient être un peu plus pris à bras le corps en ce moment, donc notamment la guerre au Soudan, la situation en RDC. Enfin, il y avait beaucoup de thématiques aussi qui auraient pu être l'objet de l'indignation d'Emmanuel Macron à l'occasion de cet examen des relations entre la France et l'Afrique, et c'est pas le cas, quoi. Mais on voit qu'il se sent chez lui et qu'il y a vraiment une
une naturalisation de cette présence du président français en terre africaine. Et n'allez pas croire que nous avons affaire là à une banale erreur de communication ou à un vulgaire dérapage, parce que le président français est tout à fait coutumier du fait. En 2017 déjà, le jeune président élu s'était fait remarquer lors de son premier déplacement au Burkina Faso. Alors pourtant, là encore, il avait bien ripollainé la façade coloniale en déclarant que la France, donneuse de leçons, s'en était allée. À l'Afrique de prendre son destin en main, avait-il ajouté, puisqu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Voilà, ça c'était ses mots, mais ces belles déclarations s'était très vite heurté à ça. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Bon, et puis ça n'a jamais vraiment changé. Le 6 janvier 2025 encore, lors de la réception annuelle des ambassadrices et des ambassadeurs français à l'Élysée, souvenez-vous, le président Macron a estimé que l'Afrique avait oublié de dire merci. Merci en l'occurrence à la France pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. Encore une belle occasion de se taire, ratée, et de se mettre à dos. Surtout, une bonne partie du continent africain qui n'a évidemment pas apprécié ses propos et les a jugés paternalistes et méprisants, encore une fois. Alors à écouter Macron, la relation de la France avec l'Afrique n'est plus qu'amour et bons sentiments, on l'a dit. C'est pas vraiment nouveau d'ailleurs, parce que d'autres avant lui ont tenté cette ficelle un peu grossière quand même, pour pouvoir continuer évidemment à tirer profit du continent tout en effaçant la violence de la colonisation. C'est d'ailleurs ce que pointe le journaliste Thomas Deltombe dans Afrique 21. Il met en avant une longue tradition de discours politiques français cherchant à adoucir, voire à réécrire la mémoire coloniale, en mobilisant un imaginaire justement autour du métissage, des échanges humains ou des liens affectifs supposés entre les peuples. Tout ça évidemment pour transformer une relation fondamentalement asymétrique en une belle histoire d'amour saine et égalitaire. Alors bon, pour que ça passe, que la pilule passe, tout ceci repose évidemment sur un récit fantasmé du passé colonial, où les relations entre les colonisateurs et les colonisés seraient de belles interactions humaines et culturelles, et certainement pas des rapports de force, de domination, d'exploitation fondés sur la hiérarchisation raciale qui ont traumatisé des générations entières, forcément. Alors finalement, toutes ces histoires d'amour que racontent les dirigeants français comme Macron, c'est évidemment juste que de la poudre aux yeux pour ne rien changer à la relation initiale. Autrement dit, on ne change pas la structure de la relation, on ne répare pas ce qu'on a brisé, on continue d'ailleurs volontiers de dominer, mais on change juste la manière de la raconter, cette belle histoire, avec des petits cœurs partout autour pour que ça passe mieux. La France change bel et bien de vocabulaire, même de terrain en allant au Kenya. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la France ne sort pas de sa relation de domination avec l'Afrique. Elle la réorganise tout au plus et change de porte d'entrée. Derrière le discours énamouré sur les partenariats équilibrés, on retrouve évidemment les mêmes logiques de fond. On lorgne sur les ressources, sur l'implantation des entreprises françaises, la conquête de nouveaux marchés, notamment dans l'énergie, on le sait, mais aussi les infrastructures ou le numérique. Le vocabulaire, il change peut-être, mais pas la finalité. La recherche de domination et de profit, elle reste intacte. Ce glissement géographique vers l'Afrique anglophone n'est pas une rupture, c'est simplement une adaptation, parce que quand l'ancien dispositif se grippe, la France, elle en cherche un autre. Et dans cette recomposition, l'Afrique, elle continue d'être pensée moins comme un partenaire égal que comme un espace de projection économique et stratégique et de domination. Donc on l'a dit, la tendresse diplomatique n'est qu'un habillage, la mécanique, elle reste intacte.
Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis vous le savez, sans vous, pas de récap. Pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé, elle tient bon en Indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer à faire tout ça, nous avons besoin de vous. En ce moment, plus que jamais, notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors abonnez-vous aux médias, faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. C'est très important. Merci à vous. Et on poursuit ce récap avec un petit point d'étape sur l'actualité politique. Hier, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi renforçant l'accès aux soins palliatifs. Le texte a reçu un ultime feu vert du Sénat, 3 mois après avoir été voté à l'unanimité par les députés. Son adoption définitive permettra la création de maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Ces structures intermédiaires, elles accueilleront des malades dont l'état n'est plus compatible avec le maintien à domicile, mais qui ne nécessitent pas encore une prise en charge lourde en unité de soins palliatifs. Gérées par des organismes publics ou privés à but non lucratif, elles pourront aussi permettre des séjours pour soulager provisoirement les proches aidants. Concernant l'aide à mourir, les sénateurs ont été beaucoup plus divisés. Pour la seconde fois, le texte porté par le député MoDem Olivier Falorni a été vidé de sa substance avec de nombreux amendements. Comme en première lecture, la droite menée par Retailleau s'est formellement opposée à l'article 2 du texte, celui qui définit les contours d'une procédure d'aide à mourir et les situations auxquelles elle s'appliquerait. Alors que 600 amendements sont encore à examiner jusqu'à demain, les divergences au Sénat semblent pour l'heure insurmontables, en tout cas pour une adoption rapide. Le gouvernement pourrait donc renvoyer le texte à l'Assemblée pour une adoption avant l'été. Et pour ne rien manquer des enjeux qui entourent ce texte fortement débattu, on ne peut que vous conseiller de regarder le dernier épisode de notre émission Symptômes critiques, menée par notre journaliste Héloïse Nguyen Von Bajou, qui décortique justement les questions de santé. Depuis les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie de 2023, la question de la fin de vie et du droit à mourir s'impose en effet au cœur du débat public, notamment autour de la notion de dignité et de liberté. Le gouvernement a engagé un processus législatif visant à faire évoluer le cadre actuel de la loi Claeys-Leonetti de 2016, jugée par tous insuffisante. Le texte, adopté en deuxième lecture à l'Assemblée après de nombreuses modifications, est désormais entre les mains du Sénat. Alors derrière cette nécessité d'évolution, des questions fondamentales demeurent. Comment concilier liberté de mourir des patients et la protection des plus vulnérables? Préserver le rôle des soignants et une éthique médicale? Et enfin, quelle place pour la vie qui reste et le deuil dans ce débat? Pour éclairer ces enjeux, nous avons choisi de croiser 3 regards, celui du vécu, celui du regard médico-judiciaire et celui de la réflexion éthique et déontologique. 2 895 € par an pour une inscription en licence contre 178 € aujourd'hui. 3 941 € pour une année de master au lieu des 254 € actuels. Voilà ce qui pourrait rapidement changer pour les étudiants étrangers qui suivent actuellement leurs études en France. Alors que ces droits d'inscription différenciés pour les étrangers existent déjà depuis 2019, ils étaient jusqu'ici peu appliqués par les universités. C'est sans compter sur le projet de décret de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, qui prévoit justement de rendre obligatoire cette augmentation de ces frais à destination des étudiants étrangers. Ce mardi, des syndicats d'enseignants et d'étudiants se sont rassemblés un peu partout en France pour protester contre cette mesure. À Paris, plusieurs centaines de personnes ont manifesté jusque devant les bâtiments du ministère de l'Enseignement. Notre journaliste Andrei Manivit était sur place. Moi, à la base, j'avais choisi Paris 1 spécialement parce que je savais que c'était une fac qui n'appliquait pas justement Bienvenue en France, que la présidence avait pris la décision de ne pas l'appliquer.
Et là, du coup, ça me fait complètement reconsidérer mon choix d'études supérieures, quoi. Moi, je n'ai pas les moyens en fait, de payer 3 000 € pour l'année de licence. Déjà que je galère en ce moment avec mon logement, mon alimentation, etc. Je n'ai pas du tout les moyens financiers. Même si je prenais un travail à côté, c'est pas possible. Et mes parents ne peuvent pas m'aider financièrement avec ça. Du coup, 3 000 € je peux pas. Donc ça me ferait obligé d'arrêter ma scolarité, quoi. On a une variable d'ajustement. Il y a plein de problèmes, ok, il peut y avoir des problèmes de budget, etc., mais ça attaque directement sur les étudiants étrangers, alors que nous, à la base, on est venus ici pour faire des études, pour apprendre, pour participer aussi à la société. Il y a plein d'étudiants étrangers qui, au final, s'installent en France et contribuent en quelque sorte à l'économie. Mais là, on est considéré comme la variable d'ajustement, on ne veut pas de nous ici, on nous met dans des frais d'inscription monstres pour nous décourager à venir, alors que déjà, il faudrait mettre plus d'argent, au final, dans l'éducation, il faudrait mettre plus d'argent dans l'université, plus d'argent dans la fac, et c'est pas normal que on soit la variable d'ajustement, qu'on soit vu comme quelque chose à gérer et pour faire des rentrées, quoi. Vous pourrez retrouver ce reportage dans son intégralité dans l'émission du Journal des Luttes qui sera diffusée samedi prochain sur le Média. Vendredi dernier, près de 2000 personnes étaient rassemblées à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, près de Nantes, pour une mobilisation antimilitariste. Ils étaient réunis pour dire non à la marche vers la guerre, à la militarisation de la société et surtout au projet de porte-avions nouvelle génération, France Libre, comme il doit s'appeler, qui doit donc bientôt voir le jour dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Cette première manifestation a été secouée par une charge policière particulièrement violente pour confisquer notamment une marionnette à l'effigie d'Emmanuel Macron, et s'est terminé par l'immolation d'une maquette d'un porte-avions nommé France Liberticide. Notre journaliste Théo Péon était présent sur place. Nous ne voulons pas être complices de génocide, de crimes de guerre, parce que les actionnaires de l'industrie de l'armement ne visent qu'à ramasser des dividendes et sont des profiteurs de guerre, protégés par Macron et ses gouvernements. Macron a annoncé en grande pompe une fausse annonce d'ailleurs du porte-avions nouvelle génération, mais ça participe aussi à la militarisation des esprits et à laisser penser qu'il n'y a pas d'autre alternative que la marche à la guerre. Et ça lui va bien parce que lui, il fait partie des impérialistes et dans la logique impérialiste, il a raison. Nous, on pense que, y compris sur l'histoire de défense nationale, mais on n'est pas sur une défense nationale, on est encore une fois sur une défense des intérêts capitalistes. Et le porte-avions, on a beau l'appeler France Libre, il a des capitaux mondiaux, internationaux. La paix pour laquelle nous nous battons, c'est une paix qui est révolutionnaire, une paix qui passe par le démantèlement du complexe militaro-industriel et l'autodéfense populaire. Pas de justice, pas de paix, pas de Palestine libre, pas de paix, pas de Congo libre, pas de paix, pas de Soudan libre, pas de paix, pas d'Iran libre, pas de paix en fait. Vous pouvez également retrouver ce reportage dans son intégralité sur notre chaîne YouTube. Et on termine ce récap avec l'actualité internationale. Hier, l'Union européenne est parvenue à se mettre d'accord pour sanctionner des colons extrémistes israéliens coupables de violences contre les Palestiniens et les Palestiniennes en Cisjordanie. Ces sanctions étaient bloquées depuis des mois par un veto de la Hongrie de Viktor Orban. Alors, la récente victoire de Péter Magyar aux élections législatives hongroises a enfin permis d'obtenir un accord politique. Les sanctions prévoient un gel des avoirs dans l'Union européenne et une interdiction d'entrer dans l'UE pour 7 colons israéliens. Elle vise également 12 responsables du Hamas ayant pris part aux attentats du 7 octobre en Israël. Ces sanctions font également suite à 2 mois de violences continues à l'encontre des Palestiniens et alors qu'Israël a récemment introduit des mesures visant à renforcer son contrôle sur le territoire de la Cisjordanie, alors même que toutes les colonies sont considérées comme illégales en vertu du droit international. L'UE examine actuellement d'autres
d'autres options comme une interdiction commerciale des produits provenant des colonies ou des droits de douane sur les importations. Bon nombre de ces mesures restent difficiles à adopter car elles nécessiteraient un accord unanime ou une majorité qualifiée parmi les États membres de l'UE. Selon les derniers chiffres de l'UNICEF publiés ce jour, un enfant palestinien est tué en moyenne chaque semaine depuis janvier 2025 en Cisjordanie occupée. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous aux médias, faites un don défiscalisable. Tout est sur notre site internet. C'est très important, on vous le rappelle. Vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous, nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free Canal 165, sur Orange Canal 235, sur Molotov, sur notre site, ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.